Bonjour. Nous recevons aujourd'hui, dans les entretiens d'éthique et investissement, le père Étienne Perrault. Père Étienne Perrault, bonjour. Bonjour. Le père Étienne Perrault, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un ancien ami de éthique et investissement, puisqu'il a participé à la fois un peu à la création. Il a bien connu la sœur Nicole Rey. Et il a aussi participé au 20e anniversaire, c'est exact. Oui, oui. Et au 40e l'année dernière. Et au 40e anniversaire. Voilà, disons que c'est tout de même agréable pour nous d'avoir un correspondant qui est en telle harmonie spirituelle avec nous sur des sujets complexes sur lesquels il a beaucoup écrit. Alors, pour dire qui est le père Étienne Perrault, il faut un peu regarder son historique de père jésuite. D'abord, c'est un père jésuite. Ça n'est parfait. Oui, ah ben c'est tout à fait juste, mais il n'empêche que c'est la province de France, c'est ça? Oui. La province de France. Vous avez commencé dans la province de France il y a... Ah, j'ai commencé même dans la province de Lyon, à l'époque où il y avait 4 provinces jésuites en France. D'accord. Et ça n'était réuni que vers les années 66. Peu à peu, c'était très progressif, l'unité des 4 provinces françaises. Alors, vous avez été en poste à Lyon d'abord? Ah ben, non, je suis venu à Lyon simplement que depuis 6 ans. En fait, j'ai été en poste, d'abord à Aix-en-Provence, puis à Laval, en Mayenne, puis de nouveau à Aix-en-Provence, puis à Chantilly, puis à Paris, puis après Toulouse. C'est là où j'ai enseigné l'économie dans une école d'ingénieurs en agriculture. Puis après à Paris de nouveau, où c'est à ce moment-là que j'ai rencontré sœur Nicole Rey. On a beaucoup travaillé ensemble pour des congrégations religieuses. J'enseignais à l'Institut catholique de Paris, d'abord l'économie, l'analyse économique, et puis peu à peu l'éthique économique, puis de l'éthique économique à l'éthique professionnelle, puis l'éthique financière, etc. Voilà. Et puis ensuite, j'ai continué à Genève, où pendant 15 ans, depuis 2000 jusqu'à 2016, eh bien, je me suis occupé d'un certain nombre de dossiers financiers. Donc, je surveillais les banques pour savoir ce qu'elles font avec l'argent qui ne leur appartient pas. Ah! Alors, là, on voit déjà tout de suite... Voilà, exactement. Et donc, vous aviez commencé préalablement par connaître Nicole Rey à Paris, c'est à Paris que vous avez connu Nicole Rey, c'est à Paris. Voilà. Nicole Rey qui, elle, s'occupait de sa congrégation, qui s'occupait de gérer les biens de sa congrégation. Rappelez-nous le nom de la congrégation de Nicole Rey, c'était les... c'était les Chanoinaises de Saint-Augustin. Les Chanoinaises de Saint-Augustin, j'allais dire les Augustines. Oui, c'est les Chanoinaises de Saint-Augustin, oui. Alors, effectivement, et c'est comme ça que vous avez été amené à travailler avec elle sur ces problématiques de suivi, de gestion, etc., qui intéressent effectivement les congrégations, mais pas seulement la congrégation, puisque tous les adhérents s'intéressent à ces problèmes d'investissement et j'allais dire, de bon investissement, c'est-à-dire un investissement qui soit éclairé par un certain nombre de choix personnels qu'ils ont faits. Vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, Père Perrault. Alors, j'en citerai quelques-uns, parce que vous êtes parti de l'économie agricole, puisque c'était votre premier sujet. Oui, c'est ça, c'était mon premier sujet, puisque c'est ce que j'enseignais dans les années. Alors, on va pas parler de l'économie agricole, parce que, bien que ce soit à la mode aujourd'hui, mais c'est pas notre compétence, en tout cas, c'est pas la mienne, et on va peut-être parler plus de ce que vous avez fait ultérieurement sur le management, et sur les responsabilités des managers, et sur les problèmes d'éthique d'investissement. Vous avez publié des livres qui portent un titre révélateur à partir de cours que vous aviez fait sur éthique, démocratie et lobbying. Alors, superbe comme titre déjà. Et puis éthique en affaires, vous avez écrit notamment Entre contrainte et conscience en 2012. Et puis un ouvrage que vous avez publié chez Salvatore qui s'appelle Refus du risque et catastrophe économique. Alors ça, j'ai catastrophe financière. Ah, catastrophe financière. Refus du risque et catastrophe Refus du risque, oui, parce que c'était l'époque après la crise de 2008. C'était l'époque où on constatait qu'il n'y a pas d'outils financiers qui puissent couvrir tous les risques, contrairement à l'idée ou l'idéologie qui était répandue auparavant.
en disant, bah oui, avec les nouveaux produits, finalement, on peut répartir les risques et finalement, peut-être s'en débarrasser, on ne sait pas trop sur quoi d'ailleurs. Ouais. Et alors, tout la pointe de mon propos, c'était de dire, mais non, on ne peut pas se débarrasser du risque, on peut les transférer à d'autres, oui. Mais on ne peut pas s'en débarrasser. Et vouloir refuser le risque, eh bien, ça ne peut conduire qu'à des catastrophes financières. D'où le titre, refus du risque et catastrophes financières. Oui, c'est un très beau titre. Je pense que ça pose vraiment assez bien l'ensemble de nos sujets. Alors, c'était juste après la crise de 2008. Vous avez réfléchi aussi sur les questions économiques générales, avec oui. Un livre qui s'appelle L'esprit du capitalisme. Oui, c'est ça ? Oui, oui. Alors là aussi, est-ce que vous pouvez nous résumer un peu le point du livre ? Bien, tout simplement, résumer, parce que, oui, résumer en 2 mots, le capitalisme n'a pas d'esprit. Il a une logique. Oui. Il y a une logique économique capitaliste, donc de même qu'il y a une logique économique de l'Antiquité, qui n'est pas tout à fait capitaliste. Mais il n'y a pas d'esprit. En revanche, ceux qui participent au système capitaliste, eux, peuvent avoir un esprit. Et c'est là-dessus c'est ça qui m'intéresse. C'est comment, à l'intérieur du système qui a une certaine contrainte, comment l'esprit et la liberté de chacun peut s'exprimer. Ça rejoint d'ailleurs toute une série d'ouvrages que j'avais écrits sur le discernement managérial, voilà. Sur le discernement en situation professionnelle. C'est-à-dire, l'idée, c'est de dire, on n'est pas libre de faire n'importe quoi parce qu'on a des contraintes physiques, oui. Des contraintes biologiques, des contraintes sociales, des contraintes juridiques, mais à l'intérieur de ces contraintes, il y a un jeu possible. Et évidemment, on peut toujours rêver d'une grande révolution, mais dans la pratique, les grandes révolutions, eh bien, ça n'aboutit que... Ou les grandes réformes. Oui, ou bien, ouais, voilà, on peut, voilà. Mais les réformes, en fait, on s'aperçoit que les réformes qui marchent sont des réformes qui, effectivement, s'intègrent peu à peu, pas à pas, et non pas brutalement. Et d'ailleurs, on s'en aperçoit maintenant avec la transition écologique. C'est-à-dire que l'idée qui consiste à dire il faut des décisions radicales. Les décisions radicales, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que les décisions radicales sont portées par une idéologie unidimensionnelle qui est tout à fait légitime, mais qui ignore toute une série de contraintes d'ordre social, d'ordre physique et d'ordre culturel. Et si vous les ignorez, eh bien, à ce moment-là, vous aboutissez à ce que l'on a vu avec les Gilets jaunes, à ce que l'on voit avec la paysannerie aujourd'hui. C'est-à-dire, vous arrivez à des contraintes. Alors là, vous avancez déjà sur l'histoire, puisqu'effectivement, nous étions partis de cette crise de 2008 et cette crise financière dont nous sommes sortis un peu, et puis on est tombé dans plusieurs crises successives qui sont la pandémie, qui est déjà un événement en soi, et puis ensuite il y a eu finalement ce réveil de la crise climatique très très fort qui nous marque beaucoup aujourd'hui, et puis vous avez maintenant en plus la guerre, avec la guerre d'Ukraine, la guerre de Palestine. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ces grandes crises modifient ou en quoi ces grandes crises infléchissent votre pensée ? Oui, ça a beaucoup modifié, disons, ma sensibilité. C'est-à-dire que au départ, lorsque, disons, je rencontrais dans le cadre de l'école d'ingénieurs, des professionnels, qui me disaient, oui, mais on aimerait bien quand même agir professionnellement, mais avec quand même un souci chrétien, comment faire ? Eh bien, à cette époque-là, je dis, écoutez, oui, vous avez vos contraintes, je les connais un peu, je les devine, mais vous avez votre conscience. Alors, avec votre conscience, vous vous débrouillez avec vos contraintes et conscience. Et ça en était là. Et puis, peu à peu, je me suis rendu compte que, en fait, les événements, notamment ceux que vous citez, ont orienté ma préoccupation sur les problèmes de risque. Et les problèmes de risque, c'est pas simplement un problème de gestion du risque. Il y a des risques managers qui font ça au point de vue financier, mais le risque, c'est quelque chose qui est à la fois objectif
puisque ça vous tombe dessus, les dommages, le risque c'est l'éventualité d'un dommage, dans l'espoir d'espérer un gain, c'est ce que disait Bonneau de Condillac au XVIIIe siècle. Bon, mais le risque a quelque chose de très personnel, c'est-à-dire que c'est en fonction de l'expérience que vous avez, en fonction bien sûr des ressources et du patrimoine que vous avez, en fonction de l'environnement social et familial que vous avez un sens plus ou moins fort du risque. Et du coup, mon premier déplacement, ça a été de se déplacer depuis une espèce d'idée de conscience morale un peu générale à un problème, de dire, bon, au fond, le problème, c'est le problème central, c'est celui du risque. Et celui du risque n'est pas un problème simplement que l'on peut gérer ou faire gérer par quelqu'un d'autre, c'est un problème tout à fait personnel. Et puis, évidemment, le risque étant de plus en plus tangible, en quelque sorte, non seulement à mes yeux, mais aux yeux de la société, vous venez de le rappeler, eh bien, j'ai constaté, ce que tout le monde a pu constater depuis une vingtaine d'années, c'est l'évolution, sous la pression du risque, l'évolution de ce que les anglo-saxons appellent la compliance, ce que l'on appelle la conformité, et qui en fait, j'allais dire, n'est que la réponse, pas toujours très adéquate, mais c'est une sorte de réponse possible à la montée du risque. Effectivement, plus vous avez de risque, ou plus vous avez le sentiment de risque, plus vous allez ajouter des lois, des décrets, des règlements, des procédures, des protocoles, des rubriques. Des milliers d'officiers de risque, voilà, d'officiers de conformité, de responsables, de compliance manager. Tout à fait. Et je me suis rendu compte, par exemple, que pour les banques suisses que j'ai fréquentées pendant 15 ans, en 15 ans, entre, disons, 2000 et 2016, eh bien, l'homme fort, ou l'homme qui est devenu fort dans ces banques, c'est le compliance officer, c'est celui qui est chargé de veiller à l'application des lois, des règlements, des rubriques. Et on comprend ça très bien. Mais attention, c'est que ça, c'est pas simplement, j'allais dire, un phénomène social global, c'est aussi vécu, c'est aussi intériorisé. Et ça de deux façons. D'abord, par ceux qui émettent des risques, à chaque fois qu'il y a un événement troublé ou troublant, ou il y a un accident, eh ben on rajoute une couche de règlement. Bon, ce qui n'est pas toujours, disons, la meilleure façon d'éviter les accidents dans l'avenir. Bon, mais ça a aussi un effet, c'est que chacun intériorise ses règlements, ses protocoles et ses procédures en prenant le soin de garder la preuve qu'il les a appliqués. Donc, ce qui fait qu'on passe beaucoup de temps non seulement à appliquer les règles, mais à garder la preuve qu'on les a appliquées. Bon. Ça, c'est dramatique. Oui, mais c'est tout à fait dramatique, parce que le résultat, c'est que quand dans un service, vous avez cet esprit qui s'installe en disant « pas de risque » et j'essaye à chaque fois de me protéger contre toute responsabilité qui pourrait m'être imputée parce que je n'aurais pas appliqué la norme et la procédure, bon, eh bien, vous avez immédiatement une lourdeur qui s'impose. C'est courtelinesque, ça. Voilà. Ah oui, tout à fait. On est tout à fait dans la construction d'une paperasse. Oui, oui. C'est dramatique. Non, mais c'est dramatique, mais c'est d'autant plus dramatique que ceux qui sont chargés d'élaborer ces règles, ces règlements, ces procédures, eh bien, ils ont parfois, ce ne sont pas eux qui ont à les appliquer. Donc, ils ont tendance aussi à surréagir en mettant des normes et des procédures qui vont au-delà de ce qui serait nécessaire pour assurer la sécurité. Et ça concerne, c'est ce que vous venez d'exposer, est un phénomène culturel très général. Il ne concerne pas du tout seulement le secteur financier, puisque il concerne aussi tout le secteur, j'allais dire de la fonction publique. C'est pas, mais que ce soit la recherche, partout. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que ces normes sont également réclamées par les entreprises. Oui. Pourquoi? Parce que c'est une façon de se protéger. Bien sûr, quand vous avez une norme et que vous pouvez dire « Ah bien, je la suis », vous êtes tranquille. Oui.
Tandis que si vous n'avez pas de normes, on pourra toujours vous reprocher de ne pas en avoir fait assez. Maintenant, je reviens sur ce que vous venez de dire, c'est effectivement évident que si effectivement vous n'avez pas un revenu financier, eh bien le reste, j'allais dire, ne repose sur rien. Donc vous aurez un souci écologique, social, de gouvernement, vous aurez ce souci, mais ce souci qui ne s'incarnera jamais. Ouais. C'est ça qui était préoccupant. C'est assez curieux. Non, mais c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de, j'allais dire, autant on ne peut pas dire, ah ben oui, je fais de la gestion financière chimiquement pure en quelque sorte, le reste ne m'intéresse pas. Là, j'allais dire, ça serait technocratique, et la technocratie, je veux dire, va contre l'humain. Autant vous ne pouvez pas dire non plus je fais quelque chose uniquement pour l'écologie ou uniquement pour le social ou uniquement en vue d'une bonne gouvernance. Car je veux dire, il faut que tous les éléments essayent de s'ajuster. Et c'est là la difficulté. Et j'allais dire, si on veut parler d'éthique, c'est effectivement là le problème de l'éthique. C'est pas l'affirmation de grandes valeurs écologiques, sociales, politiques, culturelles, religieuses. C'est effectivement la conjonction de ces impératifs qui sont parfois et quelquefois impossibles à conjuguer parfaitement. Chez Éthique et Investissement, nous nous sommes beaucoup intéressés cette année à un certain nombre de sujets. Nous en avons devant nous, on s'est intéressé à l'armement, on s'est intéressé de façon sérieuse maintenant à l'intelligence artificielle qui va nous occuper prochainement. Par exemple, c'est des sujets passionnants que nous avons devant nous maintenant. Et nous avons aussi reçu des textes intéressants sur les questions économiques venant du Vatican. Il y avait les fameuses Questiones, qui était un texte, 2018. Une analyse assez fouillée, assez... Non, assez fouillée, j'allais dire prophétique, entre guillemets, parce que, j'allais dire, c'était... alors, je crois que le journal La Croix avait dit c'est une critique des marchés financiers. Je crois que Le Monde avait dit les marchés financiers sont, je ne sais plus quel qualificatif il avait utilisé, et je parle pas de Témoignage chrétien qui avait dit c'est une... voilà. Assez sévère, oui. Voilà. Non, mais en fait, et ça a eu très peu d'impact pour une raison justement facile à comprendre, c'est que ça partait d'un point de vue qui est tout à fait légitime, c'est-à-dire il faut éviter les dérives. Oui. Et alors pour éviter les dérives, on tapait sur un peu, j'allais dire, tout ce qui dépassait effectivement, disons, le bon sens et l'équilibre. Oui. Alors, mais quand vous faites ça, eh bien, vous vous rendez pas compte que il y a des choses qu'il aurait fallu nuancer, que prenez par exemple même la spéculation. Oui. On peut dire la spéculation c'est mauvais. Oui, mais quand même à condition quand même de voir le contexte et à quelles conditions. Et c'est le problème central de l'éthique proprement financière, c'est comment faire pour que ceux qui prennent des risques touchent les revenus correspondant au risque pris, et comment faire pour que les gens ne font pas prendre des risques à d'autres tout en conservant pour eux le bénéfice. C'est ça le problème. Ça c'est très exactement le cœur de l'éthique financière, financière. Comment faire que la rémunération du risque aille à celui qui a pris les risques. Absolument. Ça c'est le problème. C'est un vrai sujet. Voilà. Autrement, il y a d'autres sujets qui touchent la finance, mais qui touchent aussi n'importe quelle entreprise. Ça, c'est une des choses qui nous a intéressés, parce qu'effectivement, nous avons découvert aussi Menchuram Bonham, que vous avez lu, qui est un texte qui, en soi, pose de bonnes questions sur la façon de gérer des portefeuilles, puisque c'est un peu concentré sur la question de la gestion des portefeuilles. Il y a deux idées centrales qui sont assez positives, qui est l'idée de combiner des critères qui soient, si possible, des critères satisfaisant une doctrine chrétienne. Pour faire une espèce de...
c'est la recette de cuisine, si je veux dire. Hein. Quand on combine des critères, c'est bien comme on fait de la cuisine dans le bon sens du terme. Et c'est de la grande cuisine aussi. C'est pas nécessairement de la cuisine dite de bonne femme, qui serait simple. Elle n'est pas si simple que ça. Il faut combiner avec des critères complexes. C'est les fameux critères ESG. Bon, pourquoi pas. Et effectivement, des critères ESG, de préférence correspondant à notre éthique personnelle, ce qui paraît effectivement assez légitime. Deuxième idée, il faut que l'investisseur soit engagé sur ses titres. Ça veut dire qu'il faut qu'il surveille ses investissements comme le lait sur le feu, et qu'il vote dans les assemblées générales, et qu'il prenne des initiatives et qu'il soutienne éventuellement des résolutions, même contraires, même critiques du management. Bon, ça paraît effectivement très recevable. Et qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce texte? D'abord, il m'a surpris plutôt en bien par rapport au texte précédent, bien qu'il ait été signé par la même personne. C'est le Peter Turkson, qui est le préfet de la Congrégation pour le développement intégral. Qui était, parce que... Oui, qui était, oui. Bon, et qui a signé les deux documents. Ce qui m'a frappé d'abord, c'est la différence de ton. Alors qu'en 2018, le ton était agressif. Alors c'est vrai que ce n'était pas tout à fait la même cible, puisqu'en 2018, c'était les marchés, les intermédiaires financiers qui étaient visés, est-ce que là, ce sont les investisseurs. Donc les investisseurs catholiques, en plus. On précise bien à plusieurs reprises que c'est pour eux, pour les investisseurs catholiques, qu'ils soient individus personnels ou bien qu'ils soient des institutions. Bon, donc, et le ton est effectivement beaucoup plus nuancé. Il n'y a pas de jugement tranchant. On dit oui, il faut essayer d'aller dans un certain sens. Alors il y a des normes, bien sûr. Et puis ce qui m'a plu, c'est, vous l'avez signalé tout à l'heure, ça j'ai pas pu m'en empêcher de voir qu'il était question de discernement. Il y a même il y a d'un côté les normes, d'un côté le discernement. Bon, ce qui prouve que si discernement il doit y avoir, ça veut dire que les normes ne suffisent pas. Et d'ailleurs les normes n'ont jamais suffi, parce que les normes c'est très bien, sauf que les normes c'est toujours général, et vous êtes toujours dans des situations particulières. Vous avez un itinéraire singulier qui vous donne une sensibilité à certaines choses et pas à d'autres. Bon, donc les normes, il faut les appliquer. Alors, jadis on parlait de la casuistique, qui était en fait ça, c'est l'application des normes générales au cas particulier. Parlons de l'agir, parce que c'était la deuxième partie. Qu'est-ce que vous diriez sur la problématique de l'engagement? Parce que moi, ce qui m'a beaucoup frappé, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que le Manjura Bonham recommande l'engagement des investisseurs, mais ça m'amuse parce que, en plus, il y a des références à des grands investisseurs chrétiens catholiques. Or, honnêtement, c'est pas ce qui nous a frappé ces dernières années, l'engagement des investisseurs catholiques en Europe. Aux États-Unis, oui. Aux États-Unis, les bonnes sœurs de la charité du Verbe incarné, je crois, avaient fait supprimer le tabac d'un certain nombre voilà, il y a eu tout de même une présence là. Mais en France, pas vraiment. Non, mais là, vous touchez du doigt un problème redoutable, c'est peut-il y avoir un critère proprement catholique de l'investissement? Alors, pour dire le fond de ma pensée, je réponds non. D'accord. Donc ça, c'est très clair. Ça, c'est très clair. Non. Il peut y avoir des sensibilités qui font que vous privilégiez certaines entreprises et vous en excluez d'autres. Bon, mais ça, c'était connu depuis 1925, lorsque la Société des Amis, plus connue sous le nom de Quakers, ont fondé dans le monde le premier fonds de placement éthique. Ah, c'était des Quakers, oui, c'était des Quakers. En 1925, oui, c'était, bon, là, connu sous son nom exact, c'est la Société des Amis. J'en ai rencontré quelques-uns qui étaient d'ailleurs très actifs comme actionnaires, notamment pour Nestlé. Parce que c'est autour de Nestlé que ça s'est passé. Vous avez raison, l'activisme actionnarial a commencé en Suisse, véritablement. Je me souviens, il y avait, je crois, sauf erreur de ma part, il y avait un des héritiers qui était une personne physique qui finançait beaucoup la chose. Oui, exactement. Voilà. Bon, mais donc, vous pouvez très bien avoir des critères d'exclusion ou des critères pour privilégier certains, et puis entre les deux, vous avez la possibilité de dire
puisqu'il faut quand même, c'est mon rôle, c'est que le risque que je prends soit rémunéré, c'est ça le but. Je vais essayer, de répartir le risque, de choisir des secteurs, tout en privilégiant certains. Donc, je vais privilégier ceux qui, du point de vue écologique, social, gouvernemental, sont classés d'une façon la meilleure. Bon, ça, c'est tout à fait possible, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ce n'est pas possible au niveau d'une entité collective, comme on pourrait dire, les catholiques, ils font ça, ils ne font pas ça. Là, alors vous allez me dire, oui, mais tout ce qui est avortement, oui, y a-t-il des entreprises qui, mis à part peut-être quelques laboratoires pharmaceutiques. Oui, exactement, quelques laboratoires. Qui vous disent, très bien, ça on n'en veut pas, etc. Mais justement, j'avais été interrogé un jour par un de mes interfaces, je ne sais plus si c'était chez Lombardier ou au Crédit Suisse, qui me dit, oui, mais il y aurait un bon investissement à faire, c'est sur Thales. Ah bon, j'ai dit oui, pourquoi? Oui, parce qu'ils sont en train de négocier il y a des avions qui sont en train de négocier pour l'Inde, et Thales va en profiter, donc ça va monter. Et puis il a rajouté, oui, mais peut-être que vous avez des scrupules, peut-être que vous avez des critères éthiques contre l'armement. Je dis, oui, c'est effectivement, quand j'en parle à mes collègues, l'armement, c'est un peu comme les Quakers, qui refusaient tout ce qui conduisait à la violence. Donc, pas de tabac, pas d'alcool, pas d'armement. Alors, je dis, oui, c'est vrai que dans les milieux religieux dans lesquels je suis, l'armement, ça passe mal. Bien que, à titre personnel, ça passe un peu mieux parce que je suis d'origine du territoire de Belfort, qui a vu passer 4 ou 5 invasions en 150 ans. Ça veut dire à peu près une invasion par génération. Et là, l'armement, on le voit d'un autre œil. D'ailleurs, je ne serais pas étonné de voir qu'il y aura peut-être un déplacement de sensibilité sur l'armament avec les guerres à nos portes. Oh, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Oui, donc, d'où l'importance, l'importance effectivement de ce regard personnel que nous pouvons avoir en disant au mieux de ce que nous pensons. D'autant plus que les États sur la question de l'armement, c'est les États qu'on a haute main. Est-ce que vous voyez dans la problématique de l'intelligence artificielle des problèmes spécifiques aujourd'hui? Non. Vous n'avez pas de non. Alors là, moi je suis persuadé que l'intelligence artificielle serait comme toutes ces nouveautés technologiques dont on nous a promis qu'elles allaient changer l'ordre du monde. Eh bien, je pense que non. D'accord. Pourquoi? Bien parce que l'intelligence artificielle fonctionne exactement comme nous tous. C'est-à-dire, il fonctionne en fonction de ce que nous entendons autour de nous. L'intelligence artificielle, c'est un problème de statistique. Vous savez, vous lui posez une question et il ramasse sur Internet ou sur le corpus qu'on lui fournit, il ramasse ce qui vient à la question que vous lui avez posée. Donc tout dépend de la question et tout dépend du corpus que vous lui donnez. Bon, en fonction de ça, il vous fait soit un tableau de maître qui a reçu d'ailleurs il y a quelques années un premier prix au grand scandale des peintres qui avaient tenu le pinceau, en disant oui, mais c'est tout à fait compréhensible. On lui avait posé comme question un tableau de tel style compte tenu du jury qui sera composé de ta. En plus. Avec ça, vous êtes sûr d'avoir le premier prix. D'accord. De même les sermons, on a essayé de faire des sermons à l'intelligence artificielle qui sont donnés des sermons remarquables. Oui. En tout cas plus remarquables que beaucoup de sermons que l'on entend dans les églises, mais c'est tout à fait compréhensible. Oui. Parce que ce qu'il a récolté, le logiciel a récolté sur Internet ou sur le corpus qu'on a donné, il a récolté ce qu'il y avait de meilleur. Et du coup, il en a fait une espèce de moyenne, et puis, il est bien présenté, ce qui ne présente aucune difficulté informatique, et le résultat était excellent. Oui. Bon, mais, vous allez me dire, mais ça, c'est nouveau. Non, c'est pas nouveau. C'est exactement ce que l'on fait.
chacun fait en ramassant consciemment ou inconsciemment ce qu'il entend autour de lui, puis avec ça il concocte un truc qui va correspondre en gros, qui va refléter ce qu'il a entendu autour de lui. Je vous trouve assez convaincant là, sur cet aspect des choses. Une question qui est peut-être posée par certains de nos adhérents consiste à se poser la question de savoir si le placement ESG est nécessairement compatible avec la doctrine sociale de l'Église. Réponse non. Bon. Je veux dire, la réponse est évidente, mais si vous m'aviez posé la question inverse, je vous aurais répondu également non. Parce qu'il ne suffit pas de suivre les placements selon la doctrine sociale de l'Église ou selon les derniers textes exactement que nous avons évoqués, pour que ça apparaisse comme éthique aux yeux de tout le monde. Voilà. Par exemple, tout ce qui concerne l'avortement, tout ce qui concerne l'armement, tout ce qui concerne, je ne sais pas quoi encore, enfin bref, il y a quelques exemples comme ça, enfin, qui me venaient en tête mais qui me sont sortis de l'esprit, peuvent apparaître tout à fait légitimes et nécessaires dans le cadre pour un catholique convaincu, mais qui vont apparaître au contraire, contraires à l'éthique. Vous prenez l'avortement. La plupart de nos contemporains occidentaux vont considérer que la position de l'Église est contraire à la morale. Oui. Et donc, remarque très juste, c'est vrai. Donc il faut en avoir conscience. Oui. Bon, donc ça ne veut pas dire qu'il faut laisser de côté la doctrine sociale de l'Église en disant de toute façon, puisque je vais suivre la morale commune, même si elle est contraire à la... Non, mais ça veut dire qu'en faisant ça, il faut bien être conscient qu'on ne va pas dans le sens du courant. Père Perrault, vous avez écrit sur l'éthique en affaires un certain temps. C'est une expression qui a troublé certaines personnes et qui vont poser la question, quelle est la différence que fait le Père Perrault entre l'éthique des affaires et l'éthique en affaires? C'est une question effectivement que je me suis posée aussi lorsqu'on m'a sollicité pour intervenir pour des cadres à l'université de Fribourg. Et on disait, on voudrait quelque chose sur l'éthique en affaires. Alors je dis, oui, mais pourquoi vous ne parlez pas d'éthique des affaires? Et on m'a dit, oui, mais c'est très différent. Mais on ne m'avait pas expliqué pourquoi c'était différent. Alors j'ai réfléchi. Et je dis, effectivement, il y a bien une éthique des affaires, avec des principes éthiques dont le premier, c'est pas de gaspillage, car gaspiller c'est pire que voler. Si vous gaspillez, vous méprisez le travail des producteurs, vous ne faites pas d'écologie en gaspillant, autrement ça se saurait. Et puis, ça c'est un principe général, mais vous avez d'autres principes, dont le principe c'est l'épistémologie. Il faut que vous connaissiez les limites des outils que vous utilisez. Donner une origine, je dirais, c'est le deuxième concile du Latran de 1139. Vous n'avez jamais entendu parler du deuxième concile du Latran de 1139? Eh bien, c'est un concile qui, parmi tous les anathèmes qu'il a lancés, il a lancé un anathème sur l'usage des arbalètes et des balistes utilisés par les seigneurs chrétiens. En disant, il est immoral d'utiliser ces outils. Pourquoi? Parce que les arbalètes vous lancent des carreaux d'arbalète, des petites flèches, tellement loin que vous ne voyez pas ce que vous faites. Oui. De même, les balistes, ils envoient, c'était connu par les Romains, de même que les arbalètes, c'était connu par les Chinois, c'était pas nouveau. Mais la baliste envoyait des pierres, on ne sait pas trop où ça va tomber. Donc, puisque vous ne maîtrisiez pas les conséquences de vos actes, il était immoral d'utiliser ces outils-là. Eh bien, mais c'est un principe assez général, mais que l'on peut appliquer spécialement en finance. Même si on vous propose des outils fantastiques qui sont supposés faire du machin, si vous ne comprenez pas et si vous ne maîtrisez pas au moins les principes et si vous ne pouvez pas voir les résultats de votre action, il est immoral de les utiliser. L'inflation. Alors revenons à la question, parce que tout de même la question. Différence il faudra nettoyer.
en affaires et l'éthique des affaires. Oui, alors, donc, en 2 mots. Oui, non, alors là, je parlais de l'éthique des affaires. Oui. Bon, pas de gaspillage, maîtriser l'éthique, on commence par l'épistémologie, et puis l'éthique commence par la solution, enfin disons, la sensibilité aux autres logiques que la logique des affaires. Voilà. Bon. Alors, maintenant, l'éthique en affaires, c'est très différent. C'est l'éthique des gens qui travaillent dans les affaires. Or, l'éthique des gens qui travaillent dans les affaires peut être très différente de l'éthique en affaires. Parce que vous pouvez avoir des valeurs, des objectifs qui sont très différents. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, j'avais été surpris par une interview d'un chef d'entreprise américain à qui on avait posé la question « Qu'est-ce qui donne sens à votre vie professionnelle ?» Voilà une bonne question pour un chef d'entreprise. Qu'est-ce qui donne sens à ma vie professionnelle? Réponse. Eh bien, moi, ce qui donne sens à ma vie professionnelle, c'est que mon entreprise reste dans le premier quart de la liste des entreprises classées par le magazine Fortune selon le critère de la rentabilité des capitaux propres. Oui. Très intéressant comme réponse. Classique. Oui. Classique. Sauf que, qu'est-ce qu'il donnait? Il donnait un objectif qui est repérable par tout le monde. Bon, mis à part les questions comptables qu'on peut un peu discuter, on voit ce que c'est que la rentabilité des capitaux propres, on voit ce que c'est d'être une liste, d'être classé dans une liste. Tout ça, c'est objectif. C'est vrai. Mais il ne disait pas ça. Il ne disait pas simplement ça. Il disait que c'était ça qui donnait sens à sa vie professionnelle. Mais si, par hasard, il avait eu le malheur d'imaginer que c'était la même objectif, que c'était cet objectif-là qui donnait sens à la vie professionnelle de ses collaborateurs, eh bien, il se mettait le doigt dans l'œil. Parce que ce qui donne sens à la vie professionnelle de quelqu'un, c'est pas simplement ce qui donne sens à la vie professionnelle de votre chef d'entreprise. Ça, c'est clair. C'est clair. Oui, mais encore faut-il l'accepter. Donc, évidemment, tout l'art du manager, ça va être de trouver des objectifs qui soient fédérateurs de sens qui sont différents. Oui. Parce que vous avez peut-être 1000 raisons, et des bonnes raisons, et très différentes de celles du manager, de travailler dans une entreprise. Parce que l'ambiance est bonne, parce que c'est près de chez vous, parce que vous avez suivi votre épouse, etc. Enfin, pour 1000 raisons qui donnent sens à votre travail. Mais pas nécessairement, c'est pas nécessairement. Or, le sens est quelque chose de tout à fait personnel, c'est même quelque chose de singulier. Oui. Et c'est pas quelque chose que vous pouvez enseigner. Donc l'éthique en affaires, c'est l'éthique des gens qui travaillent dans les affaires. Alors c'est l'éthique, vous voulez dire c'est l'éthique personnelle. C'est l'éthique personnelle, exactement. Tout à fait. C'est la façon dont ils réagissent sur le fond, et c'est pas nécessairement ça ne met pas nécessairement en tête les performances demandées par le marché financier, etc. Tout à fait, exactement. Ça peut être autre chose. C'est réjouissant, vous êtes en train de donner une humanité au milieu d'affaires qui, c'est inattendu, mais que vous pouvez avoir bien connu. Écoutez, Père Perrault, je voulais d'abord vous remercier beaucoup de cette rencontre que nous avons à Paris alors que vous venez de Lyon. J'espère qu'on en aura beaucoup d'autres. À votre disposition. Vous êtes venu au 20e anniversaire de Éthique et Investissement, vous êtes venu au 40e. Donc je ne peux que souhaiter une chose, c'est que vous veniez au 60e. Voilà. Mais là, je ne peux pas vous le garantir. Si Dieu nous prête. Voilà, exactement. Et en tout cas, je tenais à vous remercier beaucoup au nom de tous nos adhérents, et à très bientôt. Voilà. Merci.